if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien cette fin de semaine, hein, plus qu'un jour avant le week-end, on attend ça. J'espère que votre semaine s'est bien passée, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui du coup, comme je l'ai dit, nouvelle vidéo où on va parler non pas de notre championnat de Ligue 1 qui continue, mais de la Ligue des Champions. Mais on va quand même parler des clubs de Ligue 1 évidemment. Première journée de Ligue des Champions cette semaine et on a 3 équipes de Ligue 1 qui ont pris part du coup à cette première journée. Donc c'était Marseille, Paris et Monaco, chacun mardi, mercredi et jeudi. Et donc voilà, on va revenir tranquillement, analyser un petit peu ce qui s'est passé, les rencontres, comment les équipes ont joué justement cette première opposition en compétition européenne, et on va peut-être un peu aussi se projeter sur la suite, parce que on sait que la Ligue 1 c'est tous les week-ends et que la Champions League ça vient s'intercaler entre tous les week-ends de Ligue 1. Donc on va essayer aussi de se projeter, de voir comment ces clubs-là ils ont performé, et voilà, tout simplement on va débriefer un peu tout ça tous ensemble. J'espère que ça vous plaira. Comment j'ai envie de procéder? Tout simplement, pourquoi pas dans l'ordre chronologique des matchs qui se sont joués. Je rappelle un petit peu les affiches qu'on a eues. Donc on a eu mardi soir Real Madrid-Marseille au Santiago Bernabéu. On a eu mercredi soir Paris-Atalanta à Paris au Parc des Princes, pardon. Et on a eu du Bruges-Monaco en Belgique à l'extérieur pour les Monégasques. Et donc je propose qu'on commence directement par Marseille, hein. Marseille, Real de Madrid-Marseille. Simplement, je vais commencer par un petit peu l'avant-match, j'ai envie de dire, parce que c'est pas rien quand même pour rentrer dans une compétition qu'affronter le Real de Madrid. C'est quand même l'équipe, je pense, qui depuis 10 ans, une dizaine d'années, je pense pas m'avancer en disant ça, que c'est l'équipe qui est la plus impressionnante sur la scène européenne. C'est eux qui ont gagné le plus de Ligue des Champions ces dernières années. Ils font partie des candidats pour gagner la Ligue des Champions cette année, je pense. Pour moi, ils font partie d'un panier secondaire, entre guillemets, après... je pense qu'il y a le Paris Saint-Germain qui est favori à sa propre succession après l'avoir gagné l'année dernière. Et ensuite, on retrouve des équipes comme Liverpool, Barcelone et Madrid, du coup, dans un second panier. Du coup, Marseille commence par un gros morceau, et en plus, c'était un petit peu leur retour. On sait que c'est une équipe qui a pour ambition de jouer la Ligue des Champions chaque année, et malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas forcément ces dernières années. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils n'étaient pas revenus en Ligue des Champions, et en plus, souvent leur parcours, ils sont marqués par des difficultés. On se souvient des saisons à 0 points, enfin des campagnes européennes plutôt à 0 points en poule. Ça, j'ai oublié de faire un rappel, peut-être rappeler le nouveau format de la Ligue des Champions. Rapidement, l'ancien format, c'était tout simplement en phase de poule, des poules de 4 équipes du coup qui s'affrontaient chacune une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Donc ça faisait 6 matchs par équipe. Ça faisait un classement de 4 et les 2 premiers étaient qualifiés directement. Là, depuis l'année dernière, du coup, on a un nouveau format dans toutes les compétitions européennes. C'est une poule commune de 32 équipes, si je ne m'abuse. Je regarde en même temps, 36 équipes, pardon. Et c'est les 24 premières qui se qualifient qui se qualifient pour les 16e de finale, et avec la possibilité pour les 8 premiers de se qualifier directement en 8e de finale. Donc voilà, pour le nouveau format. Et ensuite après c'est pareil, c'est 8e de finale aller-retour, quart de finale aller-retour, demi-finale aller-retour, finale en match couperé. Et du coup voilà le nouveau format, et du coup chaque équipe affronte 8 adversaires qui sont répartis en 4 poules. Et là, Marseille commençait sa campagne avec une équipe de la poule 1 qui était du coup le Real de Madrid. Gros morceau.
Et du coup, si on peut se plonger directement dans le match, on peut analyser les compositions. C'est vrai que moi, j'ai été assez interloqué, pour pas dire surpris, au moment de la publication des compositions, tout simplement. Parce que Roberto De Zerbi, depuis 2 ans maintenant, il nous a habitués à un style de jeu particulier, et avec notamment cette défense à 3 ou à 5 en fonction de la sensibilité de chacun. Moi, j'aime bien appeler ça une défense à 5 parce que je trouve que quand même les pistons, leur rôle principaux, c'est de jouer plus défensif, et encore plus quand on affronte des grosses équipes. Voilà, on a des 3-5-2, des 3-4-3. Moi, j'appelle ça plus des 5-3-2 ou des 5-2-3. Et du coup, De Zerbi, ouais, il nous avait habitués à ça depuis maintenant quelques années. Et là, quand j'ai vu les joueurs affichés pour la composition, eh ben, je m'attendais tout simplement à avoir une défense à 3 avec Benjamin Pavard, Facundo Medina et Leonardo Balerdi à 3 en centrale, et avec des pistons, Timothy Weah à droite, Emerson à gauche, avec un milieu Højbjerg Kondogbia, et une attaque Greenwood sur le côté droit, O'Reilly à gauche et Aubameyang dans l'axe. J'étais un peu interloqué parce que O'Reilly n'est pas un joueur de côté, c'est un milieu de terrain offensif, mais plus un joueur de l'intérieur du jeu, en fait, tout simplement. Et donc, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, d'accord, comment ça va s'articuler? Est-ce que O'Reilly va tourner autour de Aubameyang et Greenwood, du coup, rentrer un peu plus à l'intérieur du jeu pour laisser les couloirs véritablement au piston? Comment ça va s'animer? Et en fait, côté marseillais, j'étais pas juste du tout, parce qu'en fait, c'est une défense à 4, tout simplement. Et là où j'avais tout faux, c'est que De Zerbi a fait le choix de titulariser Benjamin Pavard à droite. C'est vrai que en tant que fan de foot et de l'équipe de France, on avait pris l'habitude de le voir en latéral droit, hein, avec l'équipe de France notamment à la Coupe du Monde 2018, là où on a vraiment commencé à le connaître, enfin le grand public a commencé à le connaître. Mais la vérité, c'est que ce soit à l'Inter Milan ou au Bayern Munich, Benjamin Pavard, ça a plus été un joueur qui a joué défenseur central, en fait. Et du coup, quand je l'ai vu latéral droit, je me suis dit, d'accord, il y a un vrai choix de Zerbi de jouer à 4 défenseurs, 4 vrais défenseurs, parce qu'avec Emerson sur l'autre côté, c'est un défenseur défensif. C'est pas la bonne expression, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui, on a des joueurs latéraux beaucoup plus modernes. On parlera après de Achraf Hakimi et Nuno Mendes quand on parlera du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est des latéraux qui sont vraiment capables de se projeter. Là où, sans manquer de respect à Emerson et Pavard, leur rôle, il a surtout été défensif au cours de leur carrière. Bien que Pavard nous ait gratifié d'un super but en 2018, on s'en souviendra, mais c'est pas le sujet. Voilà, côté marseillais, là où elle était un peu ma surprise. Côté Madrid, si on peut un petit peu faire un détour sur la compo, peu de surprises, à part, quand même, moi j'ai été un petit peu surpris parce qu'apparemment il est un peu en délicatesse avec Xabi Alonso, Vinicius, qui n'était pas titularisé, pardon. C'était Mastantuono, je le lis en même temps, mais pour être sûr de bien le dire, Mastantuono, j'espère que je le dis bien. Jeune attaquant de 18 ans, si je me trompe pas. Et on en reparlera, il a fait beaucoup de dégâts, et donc en le voyant jouer véritablement, j'ai compris pourquoi il était là. Mais voilà, seul vrai choix de Xavi Alonso, 4-2-3-1 classique, Rodrigo, Mbappé, Arda Güler aussi, titularisé, mais j'ai l'impression que Xabi Alonso, il en a fait vraiment un maître à jouer, donc j'étais pas forcément non plus surpris de le voir. Et donc voilà, c'est dans ces conditions-là que le coup d'envoi il a été sifflé au Santiago Bernabéu. Et directement, si on peut un peu analyser le match au fur et à mesure, ce qui marque, c'est l'énorme pressing de Madrid dans les 15 premières minutes. Vraiment, ils imposent un rythme, on s'y attendait, hein, de toute façon, c'est la Ligue des Champions. Madrid, c'est une équipe ambitieuse.
Marseille, c'est une équipe ambitieuse, mais tactiquement, techniquement, inférieure à Madrid, hein. Je pense pas manquer de respect à Marseille en disant ça. Donc voilà, énorme pressing, tout terrain. Et Marseille qui prend énormément de risques dans la relance. Je pense notamment à 2-3 relances de Geronimo Rulli, où des fois même il se prend les pieds dans le tapis. On a l'impression que ça va pas le faire du tout. Donc ils perdent des ballons très bas sur le terrain et du coup pour Madrid très haut sur le terrain. Énormément d'occasions. Ça c'est tout au long de la première mi-temps, hein. De toute façon, je crois qu'à la mi-temps, Rulli, il est à 10 ou 11 arrêts. Je crois qu'ils le disent à la mi-temps, c'est le record depuis qu'Opta comptabilise la statistique de nombre, en termes de nombre d'arrêts sur une mi-temps en Ligue des Champions. Donc, ouais, mi-temps très difficile et avec énormément d'occasions de Madrid, beaucoup de frappes cadrées. Et donc, 15 premières minutes hyper compliquées. J'étais même inquiet pour Marseille parce qu'ils avaient du mal à ressortir. Et en fait, il y a une fois où ils arrivent à ressortir et toucher Timothy Weah, du coup, qui, dans ce dispositif, jouait à un poste d'offensif. C'est là où aussi j'ai été surpris, c'est que Pavard, il a l'habitude de jouer central, là il jouait à droite, mais Weah, depuis ses débuts en fait, presque, c'est un joueur qui a une vocation offensive, clairement, pour le coup, latéral moderne, mais en fait jamais qualifié de latéral, alors qu'il a joué la majorité du temps latéral, mais pas latéral défensif du tout, très projeté, porté vers l'avant, pardon. Et là, en fait, il joue à gauche, dans le 4-2-3-1 mis en place par De Zerbi. Il joue à gauche, attaquant gauche, en fait, avec Greenwood à droite, O'Reilly en soutien d'Aubameyang. Et première fois qu'il est touché dans la partie de Madrid, il fait un rush de 30 mètres et il décoche une... C'est pas un rush, c'est le ballon qui remonte, qui lui arrive et il décoche une frappe puissante. Et là, on se dit, il y a l'opportunité en fait, parce que le pressing, une fois qu'il est passé, il y a des espaces dans le dos de la défense madrilène. Et ouais, donc à ce moment-là, on se dit pourquoi pas, mais la pression, elle est énorme. La pression de Madrid, elle est énorme. Et en plus, au-delà de ce coup tactique, techniquement, Mbappé, Arda Güler, Rodrigo, Mastantuono, il se trouve, et c'est hyper impressionnant, et la défense marseillaise, elle n'arrive pas du tout à stopper ça en fait, et c'est notamment pour ça qu'il y a autant d'arrêts de Rulli, c'est que les attaquants, ils se trouvent, il y a un nombre d'occasions incroyable, même dans la surface, ça arrive à combiner et tout, ça fait peur quoi, ça fait peur. Et donc on se dit attention quand même, Marseille, ils vont peut-être prendre l'eau, mais au fur et à mesure de la mi-temps en fait, ils arrivent à mettre en place leur jeu. Alors mettre en place c'est un grand mot, mais au moins ils arrivent à ressortir le ballon et c'est pas sur une ressortie de balle parce que c'est une récupération haute de Greenwood. Oui, Greenwood est encore un joueur de football professionnel, on le déplore, mais bon, il est sur le terrain, je suis obligé d'en parler. Il récupère le ballon et il trouve Weah. Donc pour une fois, Marseille arrive à avoir le ballon haut sur le terrain. Et à ce moment-là, Weah, il fixe. Non, Greenwood fixe, décale Weah qui déclenche et qui marque. Et donc là, 22e minute, 1-0 pour l'OM, après presque un calvaire en fait. Marseille met 1-0 au Bernabeu, un peu contre le cours du jeu, mais en même temps, ils jouent bien leur coup. Derrière, ils prennent pas de but, donc voilà. Malheureusement, l'intensité de Madrid, elle va pas diminuer. Ça va tout le long de la première mi-temps, le pressing, il va être fait. Les récupérations, elles vont être faites hautes. Au milieu de terrain, c'est très compliqué de ressortir les ballons. Et ça va forcément mener à des erreurs.
Et c'est à cause de ça qu'il y a penalty euh, au bout d'un moment. Voilà, ça semblait un petit peu inévitable. Euh, et donc penalty transformé par Kylian Mbappé, un partout. Et à ce moment-là, Marseille il rentre au vestiaire. Le penalty d'Mbappé il est à la 28e, mais tout le long de la mi-temps, euh, c'est le même dispositif. C'est Madrid qui joue haut, qui presse haut. Marseille qui arrive à ressortir quelques ballons et à mettre en difficulté à chaque fois. J'insiste, ils ont pas du tout été ridicules. Chaque fois qu'ils arrivaient à ressortir le ballon, ils mettaient vraiment en difficulté la défense madrilène. Ils n'étaient pas sereins en fait derrière Huysen, Militao. Et surtout, ils jouaient en individuel, en marquage individuel. Et les décrochages de O'Reilly et de Aubameyang, en fait, ils étaient quasiment pris en 1 pour 1 par Militao et Huysen, en fait, par la défense centrale. Donc, ça laissait énormément d'espace dans le dos. Et Greenwood et Weah, et surtout Weah, il a fait un match exceptionnel, avec énormément d'efforts défensifs, offensivement, il a beaucoup apporté. Et donc voilà où Marseille rentre à la pause un partout, euh, bien payé, mais en même temps ils jouent le coup à fond. Et, euh, et malheureusement en deuxième mi-temps, euh, le schéma il va être le même, sauf que au bout d'un moment, euh, ça va craquer côté Madrid, côté Marseille. Notamment avec les entrants, Vinicius, il a fait vraiment du dégât. Mastantuono, il fait un super match. Il a vraiment fatigué euh, les latéraux, Benjamin Pavard notamment. Et c'était plus du côté d'Emerson d'ailleurs. Mais l'entrée de Vinicius, elle fait mal et c'est lui qui va provoquer un deuxième penalty vraiment contestable. Alors que le Madrid est à 10 contre 11 parce que justement il y a eu l'exclusion de Dani Carvajal liée au fait que Madrid s'agace un peu. Ils n'arrivent pas à percer le bloc marseillais, du coup ils s'agacent. Et sur un corner, Carvajal il se frite avec Rouli et il lui met un coup de boule, donc carton rouge. Et donc Madrid se retrouve à 10 contre 11. Et malgré tout, Marseille, ils n'arrivent pas à reprendre le cours du match. Ils n'arrivent pas à bien poser le pied sur le ballon, même si Kondogbia au milieu est énorme. Et donc ils vont finir par concéder ce penalty qui est, comme je l'ai dit, contestable et contesté. Mais c'est comme ça et Mbappé il va le transformer et ça fera 2-1. Et au final, victoire de Madrid, pas si simple. Les observateurs espagnols ont été vraiment surpris positivement par la performance de Marseille qui est venu à Madrid avec des ambitions, avec une proposition. De Zerbi, il est vraiment venu avec un plan de jeu intéressant. Et donc voilà, Marseille s'incline, mais perdant magnifique, j'ai envie de dire, pour Marseille. Euh, c'est malheureux, mais bon, quand on voit la performance, on se dit que c'est comme ça, des matchs en Ligue des Champions qui ne tournent pas en ta faveur. On ne peut pas dire qu'ils ont dominé non plus, donc faudra se tourner vers la suite. On rappelle qu'il y a Paris-Marseille ce dimanche, donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ce bon match pour Marseille et pour bien préparer le classico de ce dimanche, et c'est encourageant. Il faut aussi s'appuyer là-dessus pour les prochains matchs en Ligue des Champions, parce que ce ne sera pas toujours des adversaires aussi forts techniquement que le Real, parce que je le rappelle, le Real techniquement c'était énorme. Voilà, moi j'ai été agréablement surpris, même si on le savait. Et donc voilà, pour Marseille, c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Le lendemain, on a eu du coup le futur adversaire de Marseille, Paris, qui jouait contre l'Atalanta. Euh, Là, la composition, il y avait moins de surprises. Et en même temps, si vous la regardez sans avoir le contexte, vous allez vous dire, bah, il manque des joueurs importants. Mais c'est tout simplement parce que ces joueurs sont blessés. Je parle de Ousmane Dembélé,
Désiré Doué, Beraldo, même si c'est moins important, ça reste dans la rotation. Et donc on a une attaque composée de Mayoulou, Kvaratskhelia et Bradley Barcola qui est en super forme. Mayoulou en position de numéro 9 après le match, enfin pendant le match et après on a compris pourquoi. Il a été super intéressant, je rappelle que c'est un jeune joueur, hein, il a même pas 19 ans je crois. Donc c'était peut-être la seule surprise derrière et au milieu de terrain, c'était les mêmes cadres. Et là, pour le coup, Paris, à l'inverse de Marseille qui était un peu outsider, là, Paris a bien montré qui était le favori dans cette rencontre. Dès la 3e minute, Marquinhos, il vient récupérer un ballon très haut sur le terrain et il vient ouvrir le score. Donc Paris mène 1-0 dès la 3e minute. Et en fait, rapidement, on se rend compte que l'Atalanta n'est pas du tout en mesure de faire face à cette équipe parisienne. En fait, je ne l'ai pas dit côté Atalanta pour leur pas trouver des excuses, mais un petit peu expliquer cette déconvenue qui n'en est pas une, parce que Paris était favori et Paris a fait le boulot. Il n'y avait pas leur joueur phare, Ademola Lookman, qui est en froid avec le club. Vous le savez, quand il y a un joueur de haute qualité important dans le club qui demande à partir et que le club trouve pas ou veut pas ou un peu des deux de propositions et de portes de sortie, bah, ça crée des tensions. Et donc Ademola Lookman, on le rappelle, hein, c'est lui qui a mis un triplé à Leverkusen pour faire gagner la Ligue Europa à l'Atalanta. Hein. On se rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, donc il s'entraîne plus, il joue plus. Il y avait aussi l'attaquant Scamacca qui est un cadre qui était blessé. Donc voilà, c'est un peu une équipe amoindrie de l'Atalanta et clairement ça s'est ressenti. Ils ont été inoffensifs sans leur manquer de respect, mais clairement Paris a déroulé en fait. On peut même pas revenir chronologiquement dans ce match parce que tout du long, ça a été une maîtrise parisienne. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, mais c'est pas que sur ce match-là, en plus de la maîtrise technique, ça c'est toutes les équipes de haut niveau qui jouent une équipe inférieure, souvent on le sent, mais ce sur quoi j'ai envie d'insister, pardon, c'est le mouvement sans ballon, les projections parisiennes. Je vous l'ai dit, Marquinhos qui marque le premier but, Nuno Mendes, buteur, Hakimi qui se projette aussi énormément, qui a eu énormément d'occasions. Euh, En fait, c'est un monstre à 10 têtes, en fait, presque Paris. Tant tous les joueurs peuvent se projeter. J'ai l'image de Fabian Ruiz, qui est un milieu de terrain, sans lui manquer de respect, qui est pas il sait se porter vers l'avant, bien sûr, hein, et il est encouragé par Luis Enrique à le faire, je pense. Mais c'est pas un joueur où dans le dos de la défense, c'est là où il excelle le plus. Et ben là, il se projette dans le dos grâce au décrochage de Mayolou. J'ai aussi une image en tête où Nuno Mendes il passe dans le dos, transversale de 40 mètres de Marquinhos, contrôle parfait de Nuno Mendes et le gardien de l'Atalanta qui sort la frappe de Mendes parfaitement. Voilà, en fait, tous les joueurs sont capables de se projeter et ça fait vraiment un nombre de dangers pour l'adversaire. C'est quasiment ingérable. Et en fait, c'est ça qui va faire que Paris va infliger 4-0 en fait, à l'Atalanta. Au final, le score, il est là, il est même pas sévère. Enfin, la deuxième mi-temps, elle est bah, même la première mi-temps, en fait, il y a rien à dire. Paris, ils ont pas été en difficulté. Ils ont géré, ils ont dominé physiquement, techniquement, sur tous les aspects du jeu. C'était assez impressionnant. Et c'est quand on voit ce genre de performance parisienne qu'on se dit vraiment, ouais, ils sont favoris à leur propre succession. Parce que je rappelle, leur meilleur joueur, Ousmane Dembélé, qui devrait ou pourrait ou prétendrait être sacré ballon d'or lundi prochain. Ils n'ont pas Désiré Doué, qui est quand même un joueur qui marque en finale de Ligue des Champions,
qui est bourré de qualité, qui est titulaire, bien que Barcola, avec son super début de saison, il pourrait prétendre aussi à cette place-là, mais voilà, c'est un joueur hyper important. Ils n'ont pas leur peut-être deux meilleurs joueurs à voir, à Doué, voilà, il y a toujours des débats, mais en tout cas leur meilleur joueur, leur meilleur buteur la saison dernière. Donc ouais, hyper impressionnant, j'ai trouvé. Euh, il y a vraiment rien à dire de plus. Dès que Paris a accéléré, Paris a marqué, j'ai l'impression, et que ce soit collectivement ou individuellement, ils étaient supérieurs et ça s'est clairement senti. Euh, Attention à Marseille dimanche, il va falloir être bien préparé parce que clairement ils arrivent, même s'il n'y a pas leur meilleur joueur, ils arrivent avec une forme incroyable, bien que petit point noir, peut-être un gros point noir dans la soirée parisienne, c'est la blessure de Joao Neves au milieu de terrain, qui a été annoncé forfait pour Marseille. Donc il n'y aura pas Joao Neves au milieu, peut-être Zahir Emery, on verra. On peut se projeter là-dessus. Mais en tout cas, l'opposition, elle va être intéressante avec deux équipes du coup qui arrivent plus ou moins en confiance, même si Marseille a perdu, ils ont quand même livré une belle bataille. Donc le match de dimanche va vraiment être intéressant, surtout que Paris, je crois qu'ils peuvent reléguer Marseille à 9 points, quelque chose comme ça. Donc attention, ça peut vraiment faire vite des gros écarts. Mais voilà, Paris leader. On avait dit en Ligue 1, ça va pas forcément être là où ils vont être le plus mis en difficulté. Bah, apparemment, en Ligue des Champions non plus. Hein. Le mec, il roule sur tout ce qu'il voit là depuis la saison dernière. Donc hâte de voir la suite. Dans 2 semaines, ce sera le Barça. Donc on peut se dire que le premier vrai test, il sera à ce moment-là contre le Barça, mais pour l'instant, rien à dire. Copie parfaite, encore une fois, pour Paris, du coup, qui est à 5 victoires sur ses 5 premiers matchs, Champions League, Ligue 1 confondus, avant le match contre Marseille. Hâte de suivre ça. Et la dernière rencontre, pour une équipe française, c'était Monaco, qui s'est déplacé sur le terrain de Bruges. Alors sur le papier, moi, clairement, pour moi, Monaco, ils sont favoris dans ce match. Enfin, je sais pas, je connais pas forcément particulièrement l'équipe de Bruges. Hein. C'est vrai que je regarde pas le championnat belge tous les jours, mais sur le papier, Monaco est censé être supérieur à cette équipe-là. En plus, peu d'absents. Il y en a un quand même qui est beaucoup plus important, je pense, que ce qu'on pourrait croire, même si je pense que tout le monde, quand tu perds ton capitaine, tout le monde sait que c'est important. Mais pour le coup, l'absence de Denis Zakaria à Monaco, c'est un énorme sujet en fait, ça va devenir un très très gros sujet. Je veux pas jeter directement la pierre à la Djibamba qui était titulaire du coup à sa place au milieu de terrain, qui est un jeune joueur. On va pas tout remettre la faute sur lui, hein, puisque je spoil, Monaco s'est pris une volée 4-1. J'ai pas du tout envie de rejeter la faute sur lui, hein. Clairement, il n'y a pas que lui qui a été en dessous de son niveau sur ce match-là. Mais ouais, le leadership et la capacité d'être un vrai patron au milieu de terrain ou en défense centrale en fonction de où est-ce qu'il joue, de Denis Zakaria, ça va clairement manquer. Et donc Monaco arrive à Bruges avec une composition qui porte pas de surprise, hein, du coup juste le remplacement de Denis Zakaria. On retrouve ce 4-4-2 avec du coup 4 joueurs offensifs, Minamino, Akliouche, Mbolo, Biret. Pas de surprise parce que c'est à peu près le même 11 qui est aligné tous les week-ends depuis le début de saison. Et au coup d'envoi, on se dit, bah voilà, Monaco est favori, Monaco va faire le travail. Et directement, on comprend que ça va pas être aussi simple. La possession, elle est très rapidement en faveur de Bruges, en fait, au détriment de Monaco qui, en Ligue 1, aime bien avoir le ballon, qui aime pas du tout courir après. Peu d'équipes
aiment véritablement, trouvez-moi un joueur de foot qui aime courir après le ballon, il n'y en a pas, mais il y a des équipes qui savent mieux le faire que d'autres. Monaco, pour moi, c'est pas courir derrière le ballon. Après, le moment où ils sont le mieux, c'est quand ils l'ont parce qu'ils ont des joueurs qui décrochent et qui aiment beaucoup toucher le ballon. Je pense à Minamino et à Kliouche qui sont vraiment des joueurs de ballon, et même Golovin quand il est là. Voilà. Donc, ouais, c'est clair que quand Bruges a la possession en début de match, moi je suis un peu surpris, j'avoue. Et je me dis, bon, ils se sont trompés dans l'entame, ça va se régler au fur et à mesure, la possession va s'inverser et ils vont finir par prendre le dessus. Mais en fait, ça arrive jamais. La première mi-temps, elle passe au fur et à mesure. Et le côté droit de Bruges, il fait un dégât pas possible. Euh, c'est 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 pas Borges, Carlos Forbes, voilà, pardon, parce qu'il était marqué Carlos Borges sur mon écran, c'est Forbes sur le côté droit qui met vraiment Caio Henrique au supplice en fait. Il lui fait tout dans cette première mi-temps et, et ils finissent par subir beaucoup d'occasions. Forbes, comme je l'ai dit, qui est bien en jambes. Euh, le problème, c'est, on se dit, bon, bah voilà, ils ont des difficultés à défendre, mais quand ils ont le ballon, ils savent l'utiliser. Mais en fait, à ce moment-là, au bout de 25 minutes, dès qu'ils ont le ballon, ils savent pas ligner de passe. Donc là, c'est problématique. On se dit, Monaco, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent pas défendre, ils savent pas attaquer. Bon, bah là, on est en difficulté. Mais, si je dois nuancer, au bout d'un moment, ils arrivent à récupérer le ballon, ils enchaînent 2-3 passes. Directement, Biret se retrouve envoyé en profondeur. Penalty. Penalty pour Monaco. Euh, donc à ce moment-là, on se dit ok, c'est juste un mauvais début de match. Monaco va transformer pardon, ce penalty et ça va aller en fait, tout simplement. Mais sauf que le penalty, il est raté. Il est raté par Balogun. Et donc ouais, en plus, un petit débat parce que Mignolet, il râle contre l'arbitre parce qu'il juge il a pas fait faute. Mais voilà, Monaco rate son... Non, c'est Akliouche, pardon, j'ai dit Balogun avant, c'est Akliouche, j'ai encore l'image. C'est Akliouche qui rate le penalty, et donc là, Monaco, ils ratent leur possibilité d'un petit peu rentrer dans leur match. Et très vite après, ils encaissent le premier but, puis le second, et le troisième avant la mi-temps. Et en fait, ils rentrent au vestiaire à 3-0. Et c'est totalement mérité pour Bruges, parce qu'en fait, à chaque fois que Bruges attaque, il se trouve, et il y a des espaces de fou furieux, en fait, entre les lignes. C'est pas pour blâmer les milieux de terrain, parce que de toute façon, si les milieux de terrain ils sont débordés, c'est aussi parce que les attaquants ils ne reviennent pas. Moi, je veux bien. On va commencer à parler des joueurs. La composition d'Adi Hutter avec deux attaquants qui, moi, depuis le début de saison, me donnent pas du tout satisfaction. Ça fait un mois, on voit Biret, Balogun jouer ensemble. J'ai pas vu une combinaison entre les deux. Et deux numéros 9 où il y en a un, il a mis un but sur les 10 derniers matchs, Biret, et Balogun qui a mis qu'un seul but depuis le début de saison. Il y a un problème. Les deux, soit ils n'arrivent pas à jouer ensemble, soit il y a un problème mental ou je sais pas. Derrière, Akliouche, Minamino, ils reviennent pas à fond quand Bruges attaque. Au milieu de terrain, l'ami Camara, il est débordé. Derrière, Caio Henrique et Vanderson, ils sont un peu abandonnés par les attaquants, je l'ai dit, il faut pas les retours. Mais ça va pas. Il y a trop de... Les espaces entre les lignes, il y avait vraiment... C'était un calvaire, en fait. Bruges, il jouait, il se trouvait tellement facilement. Il y avait de la qualité technique, hein, je dis pas. Mais ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Et au final, c'est 3-0 à la mi-temps et c'est totalement mérité. Voilà. Ils vont en encaisser un quatrième à la fin du match avant de réduire le
score à 4-1, mais c'est anecdotique. Bon, au passage, quand même, but de Ansu Fati, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Mais clairement, en fait, en une mi-temps, Bruges, ils ont réglé leur compte à Monaco. Il y avait rien à dire. Ce qui est important de dire aussi, c'est la défense sur coup de pied arrêté. Ils encaissent 2 buts pas sur des coups de pied arrêtés directs, mais sur des ballons qui traînent un peu dans la surface. Et en fait, Monaco, ils sont statiques, les défenseurs. Le deuxième but, le ballon, il revient sur le côté. Je crois que c'est Forbes qui remet le ballon qui centre après que Koun ait arrêté la première frappe. Et les défenseurs de Monaco, ils sont statiques, ils sont 8 dans la surface, ils bougent pas. Au final, c'est le mec de Bruges qui marque, ils sont 2 dans la surface. Donc non, franchement, défensivement, Monaco, il y a un gros sujet, gros problème. Il y a de l'attentisme. Le troisième but de Bruges, pareil, c'est un ballon qui traîne, repris par... j'ai plus son nom, le milieu de terrain de Bruges, qui a été énorme, Van Aken. Van Aken qui a vraiment fait du mal, il a trouvé les passes lumineuses, mais en même temps il était laissé un petit peu l'attitude, donc ça se sent qu'il y a de la qualité, mais voilà, on le laisse un petit peu dans un jardin. Donc ouais, niveau défensif, il y a un gros souci, et moi je suis un peu inquiet. Bon là ça va aller, ce week-end ils jouent Metz, donc on peut espérer que ça aille, mais j'en ai parlé là en début de semaine, contre Auxerre, le match il n'était pas cadeau, ils perdent contre Lille. Là, ils se font gifler, en fait. 4-1, c'est même... c'est OK. Ils se font gifler par Bruges. Franchement, dans le jeu, il y avait... Ça allait pas. Akliouche, Minamino, il se trouve pas. Ils jouent comme 2 numéros 10, mais sauf qu'il y a déjà 2 attaquants. Donc, en fait, on se retrouve avec un carré devant où il n'y a personne qui arrive à se faire des passes entre eux. Ça fait un tas. Les couloirs, ils sont censés être réservés pour Caio Henrique et Vanderson. Les mecs, ils sont débordés. Ils peuvent pas monter, sinon on défend à 3. Ou alors, là, c'est là où je blâme à Dieter. La composition, elle est beaucoup trop offensive pour moi. Ou alors, les consignes, elles sont pas bonnes. Donc voilà, pour moi, il va falloir un petit peu se reprendre et un petit peu revoir ce match à tête reposée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Et donc voilà, au final, ça fait 4-1 et Monaco commence mal sa campagne de Ligue des Champions. Pour les clubs français, 2 défaites, 1 victoire pour cette première journée. On aura eu de tout, hein, une victoire tranquille du PSG, une gifle, une déception à la française, et une équipe qui se bat bien contre un gros, Marseille. Donc voilà, pour cette première journée, un petit peu de tout, hein. Pardonnez mon relatif énervement sur Monaco, mais parce que ça m'énerve que des joueurs avec autant de qualité ne soient pas mis en avant, ou que ce soit par l'entraîneur, ou qui n'arrivent pas à trouver les solutions par eux-mêmes. Donc voilà, première journée de Ligue des Champions un petit peu en demi-teinte, mais je dirais même décevante au final, puisque Monaco doit gagner. Bref, voilà, c'est fini pour moi pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. En attendant, les équipes de Ligue 1, ils auront l'opportunité de se reprendre ce week-end, hein, notamment Monaco, parce que la Ligue 1, ça s'arrête jamais. Tous les week-ends, on est là. Tous les week-ends, on suit ça. N'hésitez pas à me suivre. Je mettrai mon Twitter en description pour quelques live tweets pour les matchs. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt.